Je vais poser des questions, j'en dirai. Moi, on m'a demandé de vous présenter, ce qui est une escroquerie, évidemment. Bon, il faut inventer dans ces cas-là. Je m'en voudrais pas. Non, non, mais vous inventez, vous dites il a chassé le dragon dans le lotus bleu, il a... Vous pouvez dire ce que vous voulez, ça pas... C'est réparti en tant que guide conférencier, vous savez très bien que, enfin, à Totavel, vous savez très bien que les gens oublient très vite la plupart des choses qu'on dit. J'ai été guide aussi, dans les sites archéologiques. Ça marche pas. Je sais pas si ça a l'air léger, ça. Si. Voilà, bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. La SASL est très honorée d'avoir une conférence de Stéphane Rostin, qui, je vous le signale, est issu d'une vieille famille de Prades, bien connue localement, et qui, lui, est parti vadrouiller ailleurs et faire des recherches, on peut dire, en Amérique du Sud, avec beaucoup d'intelligence et qui lui a permis d'écrire des livres dont il parlera peut-être, et aujourd'hui il va nous présenter son travail, effectivement, qu'il a réalisé. Moi, je voudrais vous dire que la prochaine conférence sera ici, donc à 17h30, le 30 mai. C'est sur la dissolution du prieuré de Serrabonne. Et vous aurez, c'est Godéric Plat qui le présentera. Et entre-temps, M. Fanverny souhaite présenter les jeux floraux que la SASL a le plaisir de co-produire. Merci. Oui, juste vous dire que nous avons un autre rendez-vous plus tôt. Ce sera le samedi 17 mai à l'auditorium de la médiathèque avec la compagnie littéraire du Genet d'Or, puisque ce seront les Jeux floraux cette année, le dimanche 18 mai. Donc le 17 mai, retrouvons-nous à la médiathèque à 15h pour une conférence de Gemma Duran Alavedra sur l'œuvre de son père, Joan Alavedra, et qui a travaillé avec Pau Casals sur l'oratorio du Pessèvre. Et une autre conférence à 16h de Olga Reglero-Dragulat, doctorante, qui va nous parler d'une escriptor de qui, de Casa Nostra, Lucie Bartre, d'Ille-sur-Tête. Donc, rendez-vous samedi 17 mai à partir de 15h à l'auditorium de la médiathèque et le 18 mai à 15h au théâtre municipal pour les Jeux floraux du Genet d'Or. Merci, je laisse la parole. Merci beaucoup. Clément Ménard, donc du coup directeur du musée de préhistoire de Totavel. Le bureau de la SASL me fait l'honneur et l'amitié de me demander d'introduire le conférencier ce soir. Alors pour être très sincère, je ne connais pas personnellement le conférencier et je n'ai pas la prétention de connaître suffisamment bien son travail pour pouvoir le présenter de manière synthétique et pertinente, mais puisqu'on m'a demandé de le faire, je vais devoir le faire. Donc en quelques mots et de ce que j'en ai retenu, donc froncez les sourcils si jamais c'est trop à côté de la plaque. Stéphane Rostin a une vocation, et ça a déjà été dit, une vocation d'archéologue et une vocation d'archéologue d'Amérique du Sud, en Amérique du Sud, très tôt. Il a très tôt entrepris de participer à des fouilles, de mener des fouilles sur le continent. Je vais quand même sortir mes notes pour me raccrocher et essayer avec des travaux qui sont menés notamment en Équateur, au Guatemala, au Venezuela. Mais c'est avant tout, il est, entre autres choses, mais il est connu pour être le spécialiste de l'Amazonie, certainement le premier en France et un des premiers à avoir fait de l'Amazonie un terrain archéologique, avec des travaux dans un premier temps importants en Guyane française,
notamment dans le cadre de sa thèse, qu'il fait en grande partie basée à Cayenne, sur le littoral de Guyane, à l'Université de Paris 1. Thèse soutenue en 1994, sous la direction de José Garanger. Ouais. C'est pour ceux à qui ça parle, avant de rejoindre à partir de 1995 l'Institut français d'études andines et de mener les premiers travaux dans la vallée, alors je ne vais pas bien le prononcer, mais de Lupano, en Équateur. En fait, il restera assez longtemps à l'Institut français d'études andines et il rejoint le CNRS en 2001. Il est actuellement directeur de recherche dans l'UMR 80-96, Archéologie des Amériques. J'en retiens, malheureusement d'un peu trop loin, un goût très prononcé pour des recherches interdisciplinaires, avec une abondante bibliographie et la mise en œuvre de nombreux programmes de terrain qui ont permis de profondément renouveler les données sur cette partie du monde, sur l'archéologie de cette partie du monde. Des travaux qui sont profondément interdisciplinaires et à l'interface de sciences et de disciplines très variées, qui vont des sciences sociales aux sciences des sols, et qui permettent de faire parler cette documentation archéologique et de la mettre en perspective. Et cette volonté de décrire ce peuplement ancien de l'Amazonie, cette anthropisation du milieu, notamment autour de ce qui concerne les activités agricoles. Stéphane Rostin est certainement un de celui qui a le mieux démontré que l'Amazonie était tout sauf une terre vierge, une forêt vierge et uniforme. Voilà, alors je crois comprendre qu'aujourd'hui il vous parlera quand même surtout d'Équateur, oui. Peut-être pas. Par un heureux balancier, puisque c'était des travaux qui avaient débuté au début de sa carrière. Il a pu poursuivre ses travaux, en tout cas c'est ce que j'en comprends de loin. Il y a notamment des découvertes assez exceptionnelles en termes d'archéologie monumentale et d'occupation de l'espace qui ont été publiées et qui ont eu un très fort écho avec une publication dans Science il y a un peu plus d'1 an. Voilà, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que Stéphane Rostin a à cœur de valoriser, de diffuser les connaissances, et aujourd'hui il est là pour cela. Je ne peux que vous inviter à aller consulter les nombreux ouvrages qu'il a pu éditer, y compris récemment. J'ai moi récemment la chance de me plonger dans la réédition de Amazonie, un jardin sauvage, une forêt domestiquée, et en tout cas pour celui-là, parce que je ne vais pas faire croire d'avoir lu tous les autres, en tout cas pour celui-là, je ne peux que vous le conseiller, c'est passionnant. Voilà. Merci, bonsoir. Je suis particulièrement content d'être là ce soir. Je sais que c'est une phrase type, mais vous allez comprendre pourquoi je suis touché d'être à Perpignan aujourd'hui. Je vais essayer de vous présenter cette redécouverte, puisque finalement ces cités que j'ai révélées l'année dernière avaient déjà été visitées, fouillées. Moi, je les ai fouillées il y a 30 ans. Et seulement, ça n'avait pas pris, j'ai envie de dire, puisque l'Amazonie, il y a 30 ans, était encore quelque chose qui était hors archéologie, on va dire. Moi, j'ai fait mes études à la Sorbonne, et quand on choisissait le domaine américaniste, on avait la possibilité de travailler sur les Mayas, en deuxième sur les Mayas, et le troisième, les Mayas. Le reste, ça comptait pas. Il y avait une espèce de fascination. Regardez, la revue Historia, ou dossier d'histoire, est sortie il y a quelques jours et a fait un dossier Aztèques et Incas. C'est-à-dire que chaque année, c'est les marronniers, hein, vous avez toujours les Aztèques et les Mayas, éventuellement, mais là, c'est Aztèques, et c'est plus original, et Incas, qui sont mis à la même sauce. Hein. Je ne comprends pas très bien le rapport, d'ailleurs. C'est comme si on faisait un dossier spécial catalan et suédois. Mais non, la seule connexion qu'ils ont, c'est qu'ils ont été des grands constructeurs de villes, et de villes en dur, en pierre, ce qu'on n'a pas en Amazonie. Et quand j'ai commencé à vouloir travailler en Amazonie, après avoir travaillé ailleurs, je me souviens de mon prof qui m'avait dit laisse tomber l'Amazonie, ça n'intéresse personne, tu n'auras jamais de boulot.
c'était pas très sympa et pas très clairvoyant non plus, puisque depuis les années 2000 à peu près, l'Amazonie est devenue un enjeu majeur et intéresse beaucoup plus de gens que quand j'ai commencé, que c'est vrai que ça n'intéressait pas grand monde. Mais avant l'Amazonie, j'ai eu l'occasion de travailler dans plusieurs... Alors j'ai travaillé en France, mais aussi dans plusieurs sites. Quand j'avais 18 ans, je me suis retrouvé à la tête d'une équipe à Teotihuacan, le plus grand site américain, mais au nord de Mexico. J'ai travaillé aussi au Guatemala, j'ai travaillé au Brésil, la petite île d'Aruba, qui n'est pas très connue, 30 km/9, c'est une ancienne colonie hollandaise qui fait partie des ABC, Aruba, Bonaire, Curaçao. Et puis, évidemment, dans les Guyanes et au Suriname et en Équateur. Mais avant ça, je me suis formé dans un tout petit site que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Rhodes, où j'ai fait mes premières fouilles à 15 ans. Et là, je suis là. On me reconnaît bien, hein. Je gardais la même mèche. Et donc, c'est un petit village qui est devenu un centre archéologique, puisqu'il y a des archéologues qui vivent dans ce village aussi. Et c'est là que j'ai fait mes premiers pas avant d'aller ailleurs. Et donc, je suis vraiment très content de revenir dans cette région, qui est aussi une région familiale pour moi, puisque je suis moitié breton, moitié catalan. Je ne vous dis pas le résultat. Et puis après... je vais vous présenter essentiellement mes travaux en Équateur, c'est-à-dire sur le milieu du monde. Et je suis revenu aujourd'hui au centre du monde pour vous en parler. Et on va commencer tout de suite avec ce vieux fantasme qui nous a tous animés et nous anime parfois encore, qui est celui de la cité perdue, qui reste depuis Platon le Graal d'explorateurs plus ou moins inexacts, d'idée qu'il y a eu des grandes civilisations. Vous avez une série abominable en ce moment sur Netflix par un révisionniste platiste qui prétend qu'il y a des grandes civilisations autrefois et détourne toutes les données archéologiques pour alimenter son fantasme. Et ça marche, c'est une des meilleures séries qui marche sur Netflix. Donc vous voyez, des séries documentaires en révisionnisme profond quand même. Et donc ça a commencé, cette idée de cité perdue, ça a commencé avec Platon, qui pensait qu'en effet il y avait un continent au milieu de l'Atlantique qui aurait connu des grandes civilisations. Donc ça fait longtemps qu'on pense qu'il y a eu un avant meilleur et surtout plus avancé. Et ça fait florès ce type d'idée, évidemment, parce que dedans il y a l'exotisme, l'aventure, toujours un petit trésor dans un coin, et puis des êtres suprêmes là-dessus. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais à Londres et je tombe sur cette grande revue scientifique qui est The Sun, et qui avait fait leur première page sur Atlantis, qui venait d'être découverte au large du Maroc. Et vous voyez, on voit les rues, hein, bien tracées. Alors, ils n'ont pas mis d'échelle, mais là, ça fait quand même 100 km de long, hein, donc c'est assez impressionnant. Et ils se gargarisaient. Les Anglais sont quand même très amateurs de cités perdues. C'est vraiment le biscuit qu'ils prennent avec leur thé de 5 heures, parce qu'ils adorent ça. Et en l'occurrence, on s'est rendu compte que c'était juste un effet de l'imagerie informatique qui créait des faux espaces de lignes et qui n'est absolument pas des cités perdues au fond de la mer en plus. Hein. On est quand même très profond là, on est à plusieurs centaines de kilomètres de la côte. Mais voilà, ça ressort régulièrement. Et puis en plus, toute l'industrie culturelle nous pousse à croire à ça. Si on va notamment sur ces cités perdues, soi-disant, dans l'Amérique latine, hein, l'Amérique du Nord a été moins concernée par ces légendes, eh ben, on s'aperçoit que ça marche très bien. D'ailleurs, Science, quand j'ai publié le papier l'année dernière, m'a prévenu, m'a dit, vous allez peut-être avoir un peu de retour médiatique. Moi, je m'étais dit, 10 interviews, c'est pas la mer à boire, je peux faire ça.
Et je m'étais un peu trompé, parce que j'en ai eu en effet 10 ou 20 par jour, pendant 2 mois, tous les jours. Dans tous les pays, ça a pris, parce que évidemment, ça titille finalement nos rêves d'enfants. Hein. On ne peut pas se voiler la face complètement. Et donc, je vais vous présenter ces cités qui existent en Équateur. Ça a été publié aussi en français, hein, mais je prépare d'autres productions sur ça, parce que c'est vraiment ça change énormément les paradigmes qui avaient déjà changé il y a 40 ans sur l'Amazonie. Mais on était resté quand même sous l'idée d'un Amazonien, chasseur-cueilleur ou agriculteur, mais un peu tous dans un niveau assez horizontal de hiérarchie, des sociétés assez similaires. Et finalement, le fait qu'il y ait des sociétés urbaines change radicalement notre vision et la diversité humaine de l'Amazonie. Je vais vous présenter ça en 4 points. D'abord, je vais essayer de vous montrer à quel point tout ce qu'on sait sur l'Amazonie est faux. J'étais le premier à y croire à plein de choses, hein, et au bout de 40 ans, ça fait 40 ans que je travaille en Amazonie. Oui, cette année, ouais, ça fait 40 ans. Et je ne fais qu'apprendre que je ne sais rien depuis 40 ans, en interrogeant un peu ce qui semble évident. Et maintenant, je travaille beaucoup avec des autochtones, et c'est encore pire, quoi. Je me trompe encore beaucoup plus que je ne le croyais. Je vais essayer de vous montrer que l'Amazonie a été densément habitée, et puis après, on ira voir un peu ce qui se passe du côté de la vallée de Lupano, en Équateur, où j'ai travaillé pendant 7 ans, mais ça fait 30 ans que j'y travaille, mais pendant 7 ans, j'ai fait des fouilles là-bas. Et je terminerai sur ce passé un peu différent des autres. Donc là, il sera à peu près 11 h du soir. Et je pense qu'il sera temps d'arrêter à ce moment-là. L'Amazonie, pour beaucoup, et pour nous tous, finalement, c'est quoi? C'est un brocoli géant qui s'étend à perte de vue et qui est impénétrable, sauf si on est évidemment un aventurier de grand talent, on arrive à percer cette Amazonie et la découvrir. Et d'ailleurs, c'est sans doute une des dernières terres découvertes sur les Amériques, avec peut-être l'Arctique, qui n'ont pas été tellement, jusqu'au 19e, qui n'ont pas tellement accroché les Européens. Disons que pendant les 2 premiers siècles, 16e et 17e, c'était quand même très à l'abandon, on savait peu d'intérêt, sauf les bordures atlantiques, notamment, de l'Amazonie. Sinon, le reste, côté andin, on se désintéressait complètement de cette région qui était réputée dangereuse. Et on a alimenté, à travers la littérature de toutes sortes, la bande dessinée, le cinéma, le mythe de cité perdue dans cette immensité qui était mal connue, hein, jusqu'au 19e. Et à partir du 19e, vous avez des productions où quelques explorateurs commencent à y pénétrer, toujours avec cette idée d'une civilisation perdue. Un mythe qui a commencé il y a bien longtemps, qui a commencé quasiment, et qu'on voit se répéter jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez le nombre de films sur la cité perdue d'Amazonie. Il y a même Tarzan qui a fait un détour par là-bas. On a, sans arrêt, tous les 2 ans, on a un film là-dessus. Alors, la qualité, généralement, est assez médiocre, hein. Mais bon, voilà, ça attire. Et ça a commencé il y a très longtemps, et ça a été entretenu par des aventuriers, dont un des plus connus est le Percy Fawcett, un Anglais, qui était militaire et qui avait été posé dessiner les frontières entre la Bolivie et l'Argentine, qui était en guerre, et le Brésil, qui était en guerre dans les années 10-20. Et alors, c'était un militaire anglais, et il était un peu naïf, on va dire, pour le dire très gentiment, et il croyait tout ce qu'on lui disait. Et donc, très vite, il se persuade que l'Atlantide était pas dans une mer au sens propre du terme, mais dans une mer de verdure, et donc au milieu de l'Amazonie, dans le Mato Grosso, et tout ce qu'il découvre va dans cette direction pour aller découvrir cette Atlantide.
Les autochtones, ça faisait déjà 4 siècles qu'ils fréquentaient les Européens, ils avaient bien compris un peu le truc qu'ils avaient en tête. Et lui, quand il disait, alors, vous avez de l'or? Il répondait, ah, nous, on n'en a pas. Mais nos ennemis, à 30 km, ils en ont plein. Et lui, il y allait. Ben, il est arrivé ce qui devait arriver, il y est resté. Alors, c'est devenu un héros en Angleterre. Hein. Bon, dans le fond, c'était quand même un loser, quoi. J'ai lu ses mémoires, qui ont été publiés par son fils, qui a retrouvé ses carnets. C'est ça, il est en train de suivre sans arrêt des légendes, et il y croyait dur comme fer. Voilà son livre de mémoire, enfin, ce sont 2 volumes. Alors il y met beaucoup d'anecdotes extrapolées, et il a servi de modèle à Indiana Jones, à vrai dire. C'est lui qui se baladait en chapeau par 35 degrés dans la forêt, et il a fini par disparaître. Le film qu'ils ont fait sur lui est très bien, mais il faut le prendre comme un film d'aventure, hein, c'est pas un film historique. Et puis dès qu'on parle dans des revues, enfin les rares fois où on parle de l'Amazonie, c'est toujours pour parler des cités perdues et de l'Eldorado. C'est systématique, toutes les revues, enfin elles ne sont pas nombreuses à publier des choses sur l'Amazonie. Tous les ans, vous avez les Mayas, comme je vous l'ai dit, l'Amazonie, c'est une fois tous les 10-15 ans. Parce que ça ne vend pas, c'est ce qu'ils vous disent. Toujours est-il que c'est quand même le mythe de l'Eldorado qui a le mieux marché et qui a déclenché finalement cette recherche effrénée de cités en Amazonie. C'est un peu différent au Mexique avec les 7 cités de Cibola, mais dans le cas de l'Amazonie, c'est parce qu'un jour, en 1540, il y a eu un autochtone Chibcha qui venait de Colombie, qui a raconté qu'en Colombie, il y avait en Amazonie colombienne, il y avait un grand cacique, un chef qui se peignait en or, de poudre d'or tous les ans, et allait se baigner dans un lac, la poudre tombait au fond du lac, et il se jetait dans le lac avec toutes sortes d'objets en or. Ah, évidemment, pour exciter les Espagnols, les conquistadors qui étaient là, il n'y avait pas mieux. Et on a retrouvé d'ailleurs des représentations autochtones, Chibcha, qui représentent ce chef sur un radeau. Ils se sont dit, on va aller voir. Et ils ont construit, en 1541, le cousin de Pizarro a organisé une expédition vers l'est, c'est-à-dire vers l'Amazonie, avec 2000 Indiens, 40 lamas et puis une centaine d'hommes, d'Espagnols. Et ils partent, soi-disant, chercher la forêt de cannelle. La cannelle était une épice très prisée à l'époque et très valorisée. Donc ils avaient entendu qu'il y avait des canneliers en Amazonie. Et évidemment, l'Eldorado. Ça a été un échec monumental, mais c'est à partir de là qu'on a connu l'existence de l'Amazone, puisqu'à un moment, ils n'avaient plus rien à manger, les autochtones ne voulaient pas leur donner à manger, donc ils ont envoyé une soixantaine de soldats sur un radeau descendre la rivière, et l'Amazone, c'est quand même 6800 km de long, mais ils ont descendu sur 5000 km jusqu'à l'Atlantique, et on a découvert un fleuve qui traversait d'ouest en est tout le continent. Donc on reparlera peut-être plus loin de ça, mais ce mythe de l'Eldorado, très rapidement s'est déplacé, ils ne l'ont jamais trouvé évidemment, mais le mythe très rapidement a été déplacé depuis la Colombie vers les Guyanes pour le mettre dans un lac mythique, légendaire, qui s'appelle Parimé, qui n'a jamais existé, mais vous voyez, ici vous avez l'Orénoque, ici vous avez l'Amazone, ici vous avez à peu près 2000 km. Hein. Donc vous avez un lac qui fait pas loin de 1000 km de long et qui est une invention cartographique qui va perdurer très longtemps aussi. Les légendes en Amazonie sont très stables et elles s'impriment sous toute forme. Et ici, donc, vous avez au bord de ce lac Manoa, Eldorado, la ville d'Eldorado.
qui serait là. Et ça, c'est Walter Raleigh qui a alimenté cette légende, et ça a pris. Ça a pris, encore une fois en Angleterre, je vous dis, ils adorent les cités perdues. Et donc, vous allez trouver pendant plusieurs siècles, vous voyez, depuis la fin du XVIe, ça continue encore au XVIIIe siècle, vous voyez, Eldorado est toujours placé devant ce lac. Alors, c'est pas un problème, hein, parce que le lac n'existe pas, Eldorado non plus. Hein, et tout ça, et c'est sur sur l'Amazonie, on s'est entretenu nos propres légendes avec nos propres croyances. C'est la même chose, je pourrais vous parler des Amazones, qui n'ont jamais existé, mais qui ont donné, quand même, baptisé cette rivière. Et chacun voyait des Amazones dans tous les ouvrages des chroniqueurs des XVIIe, XVIIIe siècle. Chacun a vu des Amazones. Et chacun rajoute son petit détail graveleux sur leurs pratiques sexuelles, notamment, en inventant toutes sortes de choses, mais jamais personne ne les a vues, sauf cette expédition qui a eu des femmes guerrières diriger des troupes, ce qui n'est pas inconcevable dans le monde autochtone, mais ce n'est pas des Amazones pour autant. Et donc voilà la seule représentation dans Walter Raleigh de Manoa Eldorado, au milieu des Guyanes. Et cette folie de l'or a perduré jusqu'à aujourd'hui, j'ai envie de dire, puisque dès le départ, le premier contact avec les habitants de l'Amérique du Sud, ça a été à travers la rançon incroyable qui avait été demandée pour libérer l'Inca, prisonnier par Pizarro, où ils ont rempli une pièce d'objets en or, parce qu'ils avaient des objets en or, ils ne valorisaient pas tellement l'or, c'était un métal qui brillait comme le soleil, point. Mais ils valorisaient plus des pierres vertes, qui n'ont aucune valeur pour nous, mais ils avaient d'autres intérêts. Et donc, ils ont rempli une pièce d'or, tous les Incas ont rempli une pièce d'or pour faire libérer leur roi, qui a quand même été, vous le savez, tué malgré qu'il avait payé la rançon. Et donc, les autochtones ont très vite compris qu'on était très avides. Et voilà, il y a des légendes urbaines, et puis en Amazonie, il y a des légendes forestières, parce que je pense que ça, c'est une légende d'Indiens qui trouvaient qu'on aimait trop l'or et qui ont versé dans la bouche d'un conquistador de l'or fondu, en disant « puisque tu aimes tant ça, mange-le ». Ça a été repris dans la série Game of Thrones, où ils mettent une couronne d'or fondu sur la tête d'un prétendant au trône. Mais ça tient, à mon sens, beaucoup plus de la légende que d'une réalité historique. Et puis, jusqu'à nos jours, vous connaissez sûrement les photos de Salgado. On a continué à chercher de l'or, encore beaucoup en Guyane notamment, ou au Pérou, enfin Amazonie guyanaise ou Amazonie du Pérou. Ici, c'est la Serra Pelada, qui est une montagne dans laquelle avait été trouvée une grosse pépite dans les années 80 et qui est devenue une fourmilière humaine où les gens les orpailleurs ont ratiboisé cette colline complètement à la recherche de quelques grammes d'or. Beaucoup en sont morts, beaucoup ont perdu la tête, et en premier lieu Walter Raleigh, qui lui l'a vraiment perdu pour de vrai, puisque son ancienne maîtresse, la reine d'Angleterre, n'avait pas trop apprécié qu'il revienne les mains vides, et main vide égale tête coupée. Donc il est mort comme ça. L'or rend vraiment fou. Et il y a quelques années, j'ai reçu une lettre, je mets un extrait aussi, d'un jeune garçon qui, vous voyez, c'était il y a quelques temps, déjà le Google Maps n'était pas encore très précis, et qui est persuadé d'avoir trouvé l'Eldorado en Amazonie. Elle se gardait bien de dire où c'était, hein, avec ses rues tracées le long d'un fleuve que j'ai retrouvé, c'est sur le moyen Orénoque. Et hélas pour lui, j'ai dû lui répondre la vérité. C'était une ville occidentale, européenne, qui avait été abandonnée. C'est une ville qu'on appelle du front pionnier, qui, comme beaucoup de villes en poste avancé dans l'Amazonie, finissent toujours à être
recouverte, abandonnée, recouverte de la forêt. Il était déçu, le pauvre, de ne pas avoir trouvé l'Eldorado. Mais c'est pour vous dire que ça commence jeune, hein, la quête de l'Eldorado. En tout cas, on va essayer d'échapper à cette folie qui anime encore beaucoup d'aventuriers qui rêvent d'or. Hein. Il y en a pas mal de Français, beaucoup d'Anglais, beaucoup d'Américains qui cherchent désespérément des villes d'or en Amazonie, qu'on commence à connaître aussi beaucoup mieux. Et pour l'instant, il n'y a pas de ville d'or, mais il y en a d'autres. Et c'est celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais avant, je voudrais juste vous faire un petit topo rapide sur l'Amazonie elle-même, parce qu'on croit savoir beaucoup de choses, mais il faut un peu réviser nos classiques. L'Amazonie, c'est à peu près 7 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire la taille de l'Australie, la taille de l'Europe, enfin pas l'Europe au complet, mais la taille de l'Europe. Il y a le fleuve principal, je vous l'ai dit, fait 6800 km de long et traverse depuis les Andes jusqu'à l'Atlantique, tout le continent. À peu près la ligne équatoriale est là, donc ça allonge à peu près la ligne équatoriale. Il y a 9 pays qui se partagent l'Amazonie. On parle toujours du Brésil parce que c'est le plus imposant, mais il y a aussi la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, la Colombie, le Venezuela, et puis les 3 Guyanes, Guyana ex-Guyane anglaise, Suriname ex-Guyane hollandaise et Guyane française, toujours une colonie. Après, on peut lui donner le nom qu'on veut, ça reste une colonie. En tout cas, quand on voit ce qu'on y fait, c'en est une. Ou surtout ce qu'on n'y fait pas, d'ailleurs. Enfin, ça, c'est un autre sujet. L'Amazonie, sa grande caractéristique, c'est d'abord tout ce qu'on peut imaginer sur une région, sur une forêt importante. Faut rajouter toujours 1 ou 2 zéros au chiffre que vous avez en tête. Par exemple, l'embouchure ici, c'est 300 km de large. Il y a une petite île dans l'embouchure, là, qui s'appelle Marajo, qui fait 48 000 km². C'est-à-dire la taille de la Suisse. Faut tout multiplier. Ici, la largeur du fleuve, elle est de 10 km. Si vous mettez à Santarém, par exemple, ici, et que vous regardez l'eau couler pendant 24 heures, bon, d'abord, c'est que vous n'avez que ça à faire. Hein. Mais c'est surtout, vous voyez passer autant d'eau que si vous restez sur l'île Saint-Louis à Paris pendant 2 ans à regarder l'eau couler. Tout est gigantesque. Même la biodiversité est extrême. Il y a 15% de la biodiversité mondiale qui est en Amazonie. Vous avez 14 000 espèces d'arbres en Amazonie. En France, à titre de comparaison, on en a 200. On est toujours, vous voyez, il faut rajouter des zéros pour se rendre compte de la réalité de cette forêt. Et puis alors on parle toujours de la biodiversité de l'Amazonie, on en parle de plus en plus, mais on oublie un petit peu une autre diversité importante qui est l'ethnodiversité, avec 350 langues parlées en Amazonie. Et je ne parle pas de dialectes, je parle de langues qui appartiennent à 60 familles linguistiques. En Europe, on a quoi? On a une trentaine de langues, 4 familles linguistiques. Et bien, sur une superficie égale, vous voyez, vous rajoutez 2 zéros et vous êtes dedans. Ces autochtones, ils sont là depuis longtemps. Ils sont arrivés au moins il y a 13 000 ans, peut-être avant. Mais ils sont là au moins depuis 13 000 ans. On a des dates fermes sur leur arrivée, enfin, sur cette époque. Ils ont pu arriver avant, mais on n'est pas sûr. Ils ont pénétré, vous le savez, par la Béringie, quand le niveau de l'océan était une centaine de mètres plus bas. La Béringie est un pont de terre entre la Sibérie et l'Arctique. Et ils ont pénétré dans ce... Après, c'est plus compliqué. Ils ont sans doute fait du cabotage pour descendre très vite sur l'Amérique du Sud. Toujours est-il, je vous dis, alors c'est entre 15 et 16 000, parce qu'on n'en connaît que 8 000 espèces d'arbres. C'est déjà pas mal.
Le reste, c'est une estimation. Et cette forêt, elle a aujourd'hui 390 milliards de troncs. Donc c'est une forêt très dense, mais à la fois fragile, dense et fragile. Elle est très sensible à toutes les variations climatiques et aux attaques permanentes qu'elle subit. Il faut savoir que les troncs, ils montent à 50-60 mètres d'altitude. Et donc au sol, vous avez très peu de lumière de jour. Vous avez 100% d'ensoleillement en haut. Et au niveau du sol, vous avez à peu près 30% d'ensoleillement dans les heures centrales de la journée. Mais donc vous avez deux vies, hein, la vie en haut et la vie en bas dans cette forêt. Et puis, vous avez aussi beaucoup d'animaux différents, beaucoup d'espèces d'animaux. Par exemple, une espèce d'oiseau sur 6 sur le globe est amazonien. Vous avez donc une espèce amazonienne pour 6 espèces d'oiseaux sur Terre. De même, vous avez une espèce de batracien sur 8 qui est amazonien sur Terre. Vous avez une espèce de mammifère sur 11 qui est amazonien aussi, et une espèce de serpent sur 17 qui est amazonienne. Donc vous avez une grande partie de la biodiversité mondiale qui est réunie en Amazonie. On peut relativiser, hein, parce que les animaux ne sont pas très différents de ceux d'ici, finalement. Le jaguar, c'est un gros chat, l'anaconda, c'est un gros serpent, les araignées sont un peu plus grosses et plus velues, mais sinon, ça reste comparable. Il faut imaginer les premiers qui sont allés en Afrique centrale, ou Afrique du Sud, les premiers occidentaux. Ils ont dû être très étonnés quand même de voir ces grosses vaches grises avec des grandes dents et un grand nez, ça devait quand même les impressionner. Ou de voir ces chevaux tout jaunes avec des taches noires et un très long cou, ils devaient vraiment se demander ce que c'était. Heureusement qu'il y avait des réponses dans les op, etc., pour justifier la présence de ces drôles d'animaux. Ce n'est pas le cas en Amazonie. Dans l'ensemble, les animaux sont très comparables à des espèces comparables malgré la taille, vous rajoutez une fois de plus un zéro et vous y êtes, par rapport à les insectes. Il y a beaucoup de diversité dans les insectes. Certains estiment à 2,5 millions espèces d'insectes, mais ça ne veut rien dire à ce niveau quand vous le chiffrez. Et puis, vous avez aussi beaucoup de diversité dans les sols. Les sols les plus divers sur le globe sont sur la ligne tropicale. Vous voyez ici, par rapport à l'ensemble des Amériques, que les sols les plus divers, les bleus foncés, sont amazoniens. Et puis, beaucoup aussi d'espèces microscopiques. Vous avez beaucoup de bactéries, de microbes, de cellules. Ça fourmille de vie. Alors, c'est sûr que ça nous tue parfois, hein. Mais ce sont des preuves de vie, d'une vie très abondante. Sur l'ensemble des tropiques du monde, d'ailleurs sur la ceinture tropicale, vous avez beaucoup plus de vie active que dans les pays tempérés. Évidemment, pour nous, ce n'est pas toujours une bonne nouvelle, puisqu'il y a aussi beaucoup de zoonoses qui peuvent naître de ces forêts, surtout quand on les coupe. Et c'est ce qui nous est arrivé avec les premières grandes zoonoses. Avant les années 2000, venait d'Afrique. La dernière est venue d'Asie du Sud-Est. Ce ne serait pas impossible que la prochaine viendra de Sibérie. Mais après, que ça vienne d'Amazonie nous visiter. Enfin, retournons sur des choses plus gaies. Donc, cette Amazonie, ça représente quand même 40% du continent sud-américain. Et on est donc dans une région où il y a une histoire profonde, puisque 13 000 ans de vie autochtone que je propose de diviser en 4 parties. L'arrivée, donc la découverte d'un nouveau continent, la domestication de ce continent vert, domestication de plantes. Vous allez voir que c'est un petit peu au-dessus de nos critères habituels. Et puis, à partir d'il y a 3000 ans, une époque où ils vont construire beaucoup de monuments de terre. J'ai tendance à dire qu'en Europe, parfois, on est avec une cuillère en argent dans la bouche, quand on est chanceux.
les autochtones sont tous nés avec une pelle à la main, et ce sont des terrassiers hors pair, et ils ont transformé leur paysage, notamment en creusant de partout. Et puis, il y a un moment, à partir de l'an 1000, où il y a quelques perturbations, crises climatiques, qui font que les cartes sont redistribuées un demi 500 ans avant l'arrivée des 300 ans, plutôt même avant l'arrivée des Occidentaux. L'époque coloniale n'a rien proposé d'intéressant. De l'extractivisme, c'est tout ce qu'on a fait de l'Amazonie. Il n'y a pas eu un grand événement, il n'y a pas eu une grande guerre, il n'y a pas eu de grands monuments, il n'y a pas eu de grands artistes. Ça a été une réserve, un garde-manger de fortune pour... J'ai vu récemment, on a redécouvert le premier film fait sur l'Amazonie en 1910, qui a été perdu en Hongrie et qui a été retrouvé, qui dure 1 heure. Et donc il filme et c'est délirant. Je savais que ça avait été important, mais là, quand on le voit en image, où ils ont des milliers de boules de caoutchouc, faites avec le latex des EVA, ils exportaient des peaux de jaguar. Mais c'était pas 10, c'était pas 100. C'est des caisses entières, des containers de peaux de jaguar. On a massacré à un point, et les arbres et les animaux. Les tortues ont été massacrées, certaines ont disparu. Elles servaient à quoi, les tortues ? Fin 19e, début 20e. Non, elles servaient pour faire des lunettes en écailles de tortue, des éventails. Et on a massacré, on n'a pas aidé, on a massacré, on a fait disparaître le lamantin de l'Amazone. Bon, on s'est comporté comme des sales gosses, mais ça on sait faire. Mais alors vous allez me dire, je suis en train de raconter que la forêt a été modifiée en partie par les autochtones. Mais quand on voit ça, on se dit quand même, il ne faut pas charrier, quoi. On voit bien que c'est sauvage, quoi. Jamais la main de l'homme n'a mis le pied là-dedans, cette forêt, c'est clair. Et pourtant, parce qu'on est surtout habitué à une certaine rigidité, géométrie imposée par les humains. Les autochtones ne l'ont pas forcément fait. Ils ont par exemple eu 3 actions importantes sur la forêt. Alors pas toute la forêt, hein, c'est seulement des parties choisies un petit peu, notamment sur la végétation. Très vite, ils ont appris à manipuler les plantes, à les croiser, à favoriser des espèces aux dépens d'autres, à changer un peu le faciès de la composition floristique de leur environnement. Et ces changements ont perduré jusqu'à aujourd'hui dans beaucoup de cas. Donc ils ont modifié l'aspect même de la forêt. Et ici, alors ça on le sait, on a les preuves depuis seulement moins de 10 ans. Hein. En 2017, il y a une équipe qui a publié un article passionnant d'une 50aine de botanistes et archéologues prouvant définitivement que la forêt avait été en partie transformée. Et comment ils s'y sont pris? Ils ont regardé les compositions floristiques sur d'anciens sites archéologiques et dans des forêts qui ont été visiblement intouchées par les humains. Et vous voyez que la proportion d'arbres comestibles ou même simplement de plantes utiles à l'homme, à l'humain, eh ben, ça bondit de 0% à parfois 60% de la composition d'espèces transformées ou d'espèces utiles qui sont favorisées. Et les autochtones font ça tout le temps. Vous voyez les bords des chemins qui partent des villages, vous voyez toujours plein d'espèces alimentaires, d'arbres fruitiers ou de plantes médicinales, parce qu'ils rejettent les pépins ou les noyaux en permanence. Et vous savez qui sont les premiers disséminateurs de cette biodiversité augmentée, ça, on pourrait parler de ça, en Amazonie, ben, ce sont les enfants. Les enfants qui passent leur temps à manger des fruits et à recracher les pépins. Et donc, c'est pour ça que les alentours des villages sont aussi peuplés d'arbres fruitiers. Alors, c'est quelque chose qui est en train de disparaître, évidemment, parce qu'on a eu la bonne idée de les gaver de barres chocolatées, qui a 3 conséquences. C'est que la biodiversité n'est plus entretenue, alimentée. Eux, ils ont des caries, hein, et puis beaucoup de diabète. Donc ça s'appelle le progrès.
Mais c'est une réalité. Et donc, les autochtones, alors, normalement j'avais mis des ombres sur les lettres, mais sur ces ordinateurs-là, ça ne passe pas, visiblement. On a à peu près aujourd'hui la preuve que 138 espèces végétales ont été domestiquées en Amazonie. On parle toujours des grands centres de domestication du monde, où ils ont 2, 3, 4 espèces domestiquées. Là, on en est à 138 au moins. Dans différents états de domestication, mais les autochtones ont énormément transformé la nature même des plantes. Après avoir transformé le faciès de la forêt, ils ont transformé aussi la nature des plantes. Il y a un deuxième niveau de transformation qui est souterrain. Le sous-sol a été modifié. Au départ, involontairement, mais très vite, ils ont compris les avantages, avec des terres qu'on appelle les terra preta, des terres noires en portugais, qui sont le résultat de très longues occupations et de rejets humains, du charbon, des tessons, tout ce qui est rejet humain, toutes les productions humaines, des plus belles aux moins alléchantes, a fini par transformer les sols stériles des rives des grands fleuves et des grandes rivières en cette terre qui est très, très fertile. Et ils en ont vu évidemment les avantages très rapidement. Donc le sous-sol a été changé. Et vous voyez, ces sites de terre noire sont toujours remplis de tessons de céramique parce qu'il y a eu des grands villages qui étaient installés sur ces endroits-là. Ces terres-là sont 900% plus fertiles que les terres alentours, que les terres non touchées. Il y a beaucoup de pédologues qui ont travaillé sur ce... On ne comprend pas très bien comment, tout d'un coup, une terre qui n'a aucun nutriment tourne à une terre extrêmement riche. Ce n'est pas encore complètement expliqué, mais c'est ce à quoi on assiste. Et les paysans qui vivent sur des sites archéologiques comme ça revendent leurs terres comme du terreau, à prix d'or à leurs voisins, parce que cette terre, en plus, c'est un peu un Frankenstein de la terre, puisque si vous laissez 20 cm de terre après avoir collecté la terre, eh ben, au bout de quelques temps, les 20 cm dessous auront été pollués et seront devenus aussi de la terre noire. Donc il y a tous des phénomènes qu'on n'explique pas encore. La science occidentale n'explique pas tout en Amazonie. Je vous dis, voilà. Alors comment cette terre se fabrique? Les autochtones balaient partout, sans arrêt. Les villages sont toujours impeccables. Bon, il y a une raison. Hein. Avant d'avoir des claquettes, ils étaient pieds nus. Et s'il y a un tesson ou un caillou qui vous coupe le pied, ils ont de la corne, hein, mais quand même, et ben, dans cette forêt-là, l'infection vient très vite. Donc ils ont intérêt à toujours balayer et éliminer tout ce qui pourrait couper les pieds des gens, plus des gamins. Et là, vous voyez le petit tas qui se fait de... Et ça, c'est poussé vers les plantations pour alimenter en nutriments la culture des arbres fruitiers ou autres. Et puis, il y a un dernier niveau de transformation. Donc, il y a la végétation, le sous-sol, mais il y a aussi la superficie du sol qui a été changée par des... Je vous ai parlé de la pelle avec laquelle ils naissaient tous. Eh ben, ils ont changé la superficie, le modelé du sol en créant des structures. Ici, ce sont des champs surélevés en Guyane. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'étude du paysage amazonien plutôt que des tessons de céramique. Quand je suis arrivé, j'ai voulu changer un peu de perspective. C'était dans les années 80. J'ai dit, je vais faire des survols aériens en ULM pour voir si on voit des choses depuis le ciel. Et là, tout le monde m'a dit, laisse tomber, tu verras rien en ULM. Il y a la canopée, ça cache tout, tu verras rien. Alors moi, je suis moitié breton, moitié catalan, donc j'écoute toujours les conseils. Mais comme je suis moitié catalan, moitié breton, je n'en tiens jamais compte. Et donc j'ai survolé le littoral, les marécageux, et j'ai découvert ces milliers de buttes. Et au début, on ne voulait pas me croire, on me disait c'est pas possible que personne n'ait jamais vu ça. Souvent, pour voir les choses, il faut les regarder, hein. C'est quand même la première chose importante. Et j'ai pu étudier par la suite plus en détail ces buttes, et ce sont bien des champs surélevés, des buttes, vous voyez ici, pas forcément très grandes, hein, 4-5 mètres de diamètre, 80 cm de hauteur, mais ça suffit, vous voyez, pour que la végétation sur ces buttes ne soit pas
abîmées par un excès d'eau. C'est quand même des régions très mal drainées. Et vous voyez donc les fonds marécageux verts et la végétation sur ces buttes qui est sèche en cette période. Mais ils n'ont pas construit que des champs surélevés, ils ont fait aussi des grands tertres d'habitat. Celui-là, par exemple, il fait 20 hectares sur 10 mètres de hauteur. C'est impressionnant. Et des routes aussi surélevées qui traversent les marécages. C'est en Bolivie, ça. Et puis dans l'occident de l'Amazonie, des énormes fossés qui délimitent un espace, 300 mètres de large, hein, pour vous donner. Et il y en a beaucoup, ce sont des lieux de réunion pour... on en parlera plus tard, quand la nuit sera venue. Et donc, je vais vous emmener maintenant vers un endroit qui était assez mal connu finalement, parce que il faut savoir que les pays andins, donc Bolivie, Pérou, Équateur et Colombie, un peu moins Venezuela, mais ils regardent avec beaucoup de dédain vers l'Est, considérant que les habitants de la forêt sont des sauvages. Vraiment. J'ai vécu 10 ans en Équateur, et je peux vous dire qu'il y a vraiment un dédain pour ces populations qui sont toujours très maltraitées. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une antinomie chez nous entre le civilisé et le sauvage. Le civilisé, c'est le citoyen, c'est l'habitant de la cité, c'est l'habitant de la ville. Et à l'inverse, le sauvage, le mot vient de selvaticus, qu'a donné Sylvestre, qu'a donné forêt en espagnol, c'est l'habitant de la forêt. Et chez nous, c'est très prégnant, cette opposition forêt-cité, qui explique beaucoup des conquêtes coloniales et de la gestion coloniale des territoires, ou d'Afrique, ou d'Asie du Sud-Est, ou d'Amérique du Sud. C'est cette opposition. Alors, c'est vrai qu'il y a une espèce de purgatoire entre les deux qui s'appelle la campagne. C'est pas vraiment la ville, c'est pas vraiment la forêt, entre les deux. Mais en tout cas, on a cette vraie opposition entre ces deux mondes qui nous font vivre. Et entre les Andes et l'Amazonie, vous avez aussi cette brusque opposition avec la verticalité des Andes, hein, qui monte jusqu'à 6000 mètres d'altitude, avec des terres parfois difficiles, et puis l'horizontalité de la grande plaine amazonienne. Parce qu'au pied des Andes, vous êtes à peu près à 1000 mètres d'altitude. Très vite, vous êtes à 600, au bout de 2-3 km. Il y a une espèce de marche et vous descendez. 600, et sur 5000 km de largeur, vous passez de 600 mètres d'altitude au niveau de la mer. Donc c'est une pente vraiment très très douce. On est plutôt dans l'horizontalité. Et d'ailleurs, on est aussi dans l'horizontalité souvent des systèmes socio-politiques de gestion de la forêt, alors qu'on est dans des verticalités. Mais ça, ce sera un autre sujet. Ça s'appelle le déterminisme environnemental, qui a longtemps fait florès chez les archéologues, notamment américains, où on considérait que la géographie décidait de la culture. Si vous étiez né dans un pays considéré comme avantagé, comme les pays tempérés, l'Europe, l'Amérique du Nord, vous vous atteniez à la civilisation. Mais dans des régions défavorisées comme l'Arctique, le désert, le Sahara ou la Sibérie, ben là, vous étiez en bas des niveaux culturels. Et ça marchait très bien, c'était très pratique, mais c'était complètement faux. Mais ça serait un autre débat de vous raconter ça. Je ferai ça dans la deuxième partie de la conférence, demain matin. Alors, on va aller quand même sur cette haute Amazonie. Donc, la haute Amazonie, c'est quoi? C'est pas tous les formateurs de l'Amazone, c'est certains formateurs, comme le Putumayo ici. C'est une espèce de triangle, vous voyez, des principaux formateurs de l'Amazone. L'Amazone, c'est déjà un fleuve. Alors, ce n'est pas un zéro, mais quasiment, vous pouvez rajouter. Ça ne s'appelle pas l'Amazone du début jusqu'à la fin. Hein. Il change 5 fois de nom, quand même. C'est un fleuve qui est mouvant. Et donc, vous avez sur l'Équateur et le Pérou, qui sont peut-être ce qu'on pourrait appeler la haute Amazonie, avec la rivière Putumayo qui vient se jeter dans
dans ce qui deviendra l'Amazone. Vous avez les Andes qui ferment tout l'ouest, et puis Putumayo au nord et au sud, l'Ucayali, qui est un des grands formateurs de l'Amazone. Vous avez une espèce de triangle qui constitue une région particulière, avec des spécificités géographiques différentes du reste, et aussi des différences physiques, comme ici, vous voyez, là c'est là où j'ai travaillé au nord de la vallée de Lupano, qui sera le sujet principal, dans le Pastaza, vous avez, sur quelques kilomètres seulement, vous passez d'un paysage de ravins très profonds et de rivières très dangereuses, à tout d'un coup quelque chose de tout plat, avec des hautes falaises et une rivière beaucoup plus large. Et au bout de quelques kilomètres seulement, vous avez ici le plan. Ici, vous avez le volcan Tungurahua, et ici, la vallée du Pastaza. Et puis après, vous arrivez à 600 mètres d'altitude sur la grande plaine amazonienne. Donc, on passe d'un découpage en V à un découpage en U beaucoup plus large, à un découpage tout plat. Donc c'est très rapide, vous changez radicalement de monde, mais aussi le monde anthropologique est différent. Dans la Haute-Amazonie, j'ai pris que quelques exemples. On va aujourd'hui, les autochtones vont plutôt travailler le maïs plutôt que la yucca, le manioc, ailleurs en Amazonie. On fait des déformations crâniennes. Ici, c'est un bébé. Alors, c'est des photos anciennes, des années 30, où on lui met des plaques sur le crâne pour allonger son crâne, comme faisaient les Mayas, qui est plutôt une habitude, on va dire, andine. On a des statues de bois, mais qu'on ne va pas retrouver ailleurs. On a des rites particuliers pour les jeunes filles pubères. On utilise quand même le métal, alors qu'en Amazonie, ce n'est pas du tout. On a des objets en or ou en argent, vous voyez, des bijoux. Et puis, l'habitude des tsansa, les têtes réduites. Têtes réduites, c'est à la taille d'un poing, que font les populations qu'on appelait autrefois Jivaro, mais qui s'autodénomment Aent Chicham. On a ces spécificités-là, on ne va pas les retrouver ailleurs en Amazonie. Il y a vraiment un monde différent qui est un peu à cheval, qui a des influences andines, des influences amazoniennes prédominantes, mais ça fait au résultat quelque chose de vraiment différent de ce qu'on peut voir ailleurs en Amazonie, quoi. Au niveau de l'Europe, c'est comme l'Angleterre, quoi. Ça ressemble à l'Europe, mais ce n'est pas l'Europe. C'était bien mon exemple? Je ne suis pas sûr. Parce que moi, j'aime bien la Haute-Amazonie. Donc, j'espère qu'il n'y a pas d'anglais, parce que sinon, je vais me faire pendre. Et donc, on va passer à la troisième partie. Sur la vallée de Lupano. Alors, la vallée de Lupano, la première caractéristique, c'est évidemment ce volcan incroyable qui s'appelle Sangay, qui culmine à 5380 mètres de hauteur et qui est en permanence actif. Vous voyez, il crache là. Ça, c'était une photo prise il y a 2-3 ans, où il crache sans arrêt et qui est une menace importante. On entend ces explosions. Au 19e siècle, on les entendait à 500 km de là, quand même. Donc, c'est... il n'y a pas de catastrophe à l'époque historique, mais il y en a peut-être eu avant. Et ici, on est dans la vallée des volcans, ce qu'on appelle la vallée des volcans, puisqu'il y a plus de 80 volcans en Équateur, le long des Andes. C'est le pays d'Amérique du Sud où il y a le plus de volcans. Et ici, donc le Tungurahua, j'ai travaillé au pied dessus là. Ici, vous avez la ville de... le nom m'échappe. C'est pas grave. Enfin, ils sont vraiment au pied, lui. Et puis celui-là, il est méchant. Mais dans le fond, vous avez ici le Sangay, qui est très beau parce qu'il a ce cône blanc. Et vous voyez, vous avez 1, 2, 3 volcans à la suite, et il y en a comme ça tout le long. Là, il crache tout le temps. La nuit, évidemment, c'est plus beau que dans la journée. Juste pour... ça, c'est une photo que j'ai prise en 95. Regardez le cône comme il est bien blanc. Ça, c'est une photo qui date de 2010. Regardez comme ça. La fonte des glaciers, c'est pas une légende.
Et donc, vous voyez ici, alors cette photo d'avant, elle était prise depuis le nord vers le sud. Hein. Tungurahua est au nord et donc vers le sud où vous avez le Sangay. Et là, c'est une photo qui est prise depuis le sud vers le nord. Et donc, vous voyez au fond le Tungurahua et le Sangay qui est là, et la vallée de Lupano qui longe le volcan avant de tourner. La vallée de Lupano, c'est quelque chose d'assez étonnant, parce que c'est une rivière qui descend des Andes, toute logique, mais au lieu de faire ouest-est, comme toutes les rivières polies de cette région, elle est très impolie parce qu'elle vire tout d'un coup vers le sud et s'engouffre dans un corridor parfaitement rectiligne du nord au sud, puisqu'elle est entourée à l'ouest des Andes et à l'est par une petite cordillère qui fait qu'elle est dans un couloir de 20 km de large à s'écouler. En plus de ça, elle a creusé un lit très profond, puisqu'il y a beaucoup de mouvements telluriques dans la région, et donc des falaises qui atteignent 30 à 100 mètres de hauteur. Hein, c'est vraiment... et c'est une rivière, vous voyez, très capricieuse, remplie de galets, qui est complètement impraticable, à vrai dire. Et je vous dis qu'il y a beaucoup de mouvements telluriques. Ça, c'est la route assez récemment. C'est quand parce que j'ai fait tous mes travaux sur des routes de terre. Alors, le jour où ils ont mis du bitume, ils se sont aperçus que ce n'était pas une très bonne idée. Ici, on est... voilà le volcan Sangay et voilà le corridor dont je vous parle, qui, sur 100 km de long, descend du nord au sud, avec les Andes à l'ouest et à l'est, la petite cordillère qu'on appelle Kutuku. Et vous voyez que cette région est sur une faille sismique très marquée, qui est juste sous la rivière et qui explique tous les mouvements de terrain. Et voilà, quand j'ai commencé, je me souviens... Un jour, je rentre à Quito, je passe sur le pont, et 2 heures après, il s'effondre. Alors, il n'y a pas de relation de cause à effet. Hein. J'étais maigre à l'époque. Mais ça m'est réarrivé 2 ans plus tard, où je suis repassé sur le nouveau pont, et le lendemain, alors c'était 48 heures après, il s'est écroulé aussi. Parce que dès qu'évidemment, que si ça bouge, si les rives bougent, eh ben, le pont ne tient pas. Et ils ont beau le reconstruire, il est voué à s'effondrer régulièrement sur les chutes. Et donc, dans les années 60, 70, il y avait un curé, Joséphine, qui travaillait avec les Chouars, donc un groupe à Enchicham, et vivait avec eux dans la forêt. Et un jour, il rencontre un autre curé de notre congrégation. Il lui raconte qu'il a vu des buttes bizarres et il lui propose de l'emmener voir. Il l'emmène voir les buttes et l'autre, qui adorait l'archéologie, il dit ça c'est des vestiges, c'est génial. Il rentre à Quito et dit j'ai découvert des buttes. Ouais. Mais lui, il était un type charmant, à vrai dire. Il s'en fout. Il me disait oui, il est un petit peu prétentieux, mais bon, il est comme ça. Il s'en foutait un peu. Il a surtout créé une librairie qui s'appelle Abiyala, qui est une librairie qui, depuis maintenant 60 ans, publie des livres sur les autochtones, et c'est les seuls en Équateur. Donc, il est mort il y a 2 ans, et il était charmant. Et donc, ce autre curé s'attribue la découverte et organise quelques fouilles, mais sans avoir évidemment la formation, et il s'appelait Porras, et vous voyez, une bonne tête de... il organise ses premières fouilles et après, il faudra attendre 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, pour qu'il y ait des nouvelles fouilles que j'organise avec un collègue équatorien, mais lui, il n'est pas resté très longtemps. Ça, c'est la fête, c'est la seule photo que j'avais de lui, on va dire. C'était les fêtes du carnaval, où on se jette des œufs et de la farine. Encore, on est aussi bête en forêt que dans la ville. Hein. Et un Américain qui a travaillé pendant 1 an un peu plus au sud. Donc très peu de travaux archéologiques, à vrai dire. Moi, je suis resté pendant 7 ans, mais il y a eu très peu de travaux archéologiques dans cette région et on la connaissait assez mal. Et qu'est-ce qu'on connaissait ? Des monticules, vous voyez, qui sont organisés souvent en carré. Vous allez voir ça plus en détail. Des grands monticules artificiels qu'on peut voir dans les trouées, dans les aires déforestées,
en survolant en avion. Mais il reste encore beaucoup de forêts dans cette région. Et au sol, là, ça a été entièrement déforesté pour planter du gramaloté, qui est l'herbe pour les vaches. Et donc, on peut voir un peu mieux les monticules, parce que sous forêt, on ne voit pas grand-chose. Hein. Et là, vous voyez bien, ça, c'est un monticule domestique, donc qui fait 3-4 mètres de hauteur et une quinzaine de mètres de largeur. Et donc, je me suis amusé je suis parti pour ça, je suis parti pour fouiller ces monticules. Et j'ai eu quelques difficultés au départ parce que j'avais décidé de faire du décapage. Et on m'avait dit, non, il ne faut pas faire ça, tu vas casser tous les monticules, ça va les détruire. Mais je l'ai refait, s'il le faut, il n'y a pas de problème. Non, tu ne peux pas. Bon, j'ai obéi, comme vous pouvez le voir. J'ai ouvert des grandes... Alors, ce n'est pas des grandes que je voulais faire. Hein. Je sortais d'une fouille à Aruba où j'avais ouvert 2500 mètres carrés. Donc ça, ils ne voulaient pas en entendre parler, quoi. C'était à l'époque, ce n'était pas très accepté hein, dans les années 80, ce type de fouille. C'est assez récent, c'est seulement depuis ce millénaire. Et donc j'ai ouvert. L'intérêt de faire des grandes fouilles, non pas ce qu'on appelle des cabines téléphoniques, 1 mètre sur 1 mètre, et puis vous regardez l'accumulation. Si je faisais par exemple une fouille dans Milan ici, je trouverais quelques carrelages. De carrelage. Je ne pourrais pas dire grand-chose. Il y a un niveau, il y en a beaucoup, et puis c'est tout ce que je pourrais dire. En revanche, si j'ouvrais toute cette salle par décapage, j'enlèverais la terre qui est dessus, je verrais des sièges alignés, une estrade, un bureau. Je pourrais comprendre que c'était soit un lieu de culte avec un prêtre qui parle, soit un lieu de... J'ai une bonne tête de curé, moi aussi. Soit une salle de conférence. Je pourrais interpréter, parce que j'aurais ouvert en grand et j'aurais une vision beaucoup plus large de ma fouille, alors que mon petit trou, là... En tout cas, on faisait des petits trous à l'époque, et moi, j'ai essayé de ne pas en faire, mais je l'ai fait un peu à la fourbe, en faisant plusieurs carrés comme ça. J'avançais, vous voyez, pour voir ce qu'il y avait au sommet de ces monticules. Et j'ai fini par d'abord trouver comment ils étaient construits, parce que ce n'est pas juste de l'accumulation de terre. Ce qu'avaient fait les autochtones, ils avaient découpé, là il y a une pente naturelle, vous voyez, et ils ont coupé, ici on voit bien la marche, pour faire une espèce de soubassement à ces monticules, et après ils ont accumulé de la terre dessus. Vous voyez ici cette marche, et vous la voyez en vrai, elle apparaît très clairement. Ils ont découpé le sous-sol, enfin le sol stérile, pour former une espèce de soubassement. Donc ils ont profité de la pente pour la modifier et en faire des soubassements de monticules. On parle de milliers de tonnes de terre. Hein. Ça paraît là, évidemment nous c'est un peu limité, mais j'avais fait une grosse erreur, à vrai dire. À l'époque, je me doutais bien qu'il y avait quelques centaines de monticules. Et une fois de plus, ce petit problème de zéro, ce n'est pas des centaines, c'est des milliers. On en a répertorié 7000 là, sur 600 mètres kilomètres carrés. Donc là, je ne sais pas pourquoi je vous mets ça, c'est pour montrer qu'il y a eu plusieurs constructions. Il y a eu donc le découpage, la sculpture du sol pour faire des monticules. Voilà la superficie originelle. Et vous voyez, ils ont creusé là. Ils ont remis la terre et là, il y a plusieurs occupations successives sur ces monticules. Et donc, j'ai fouillé jusqu'au sol, jusqu'au sous-sol, et ceux qui ont construit ces monticules, je les ai appelés Upano, hein, le nom de la vallée, parce que c'était il y a 3000 ans, on avait une céramique très belle, vous voyez, des incisions qui détourent des triangles avec de la peinture rouge, noire, blanche. Enfin, c'est une très belle céramique. Et puis, ils aimaient bien boire parce qu'il y a beaucoup de ces écuelles qui servaient à boire de la bière douce de maïs, parce qu'on a retrouvé sur ce genre de jarre des grains de maïs écrasés, collés. Donc, ils utilisaient, il y a 3000 ans, beaucoup la bière, comme aujourd'hui, d'ailleurs ça n'a pas changé en 3000 ans. Aujourd'hui, les Aen Sicham, les Chouars et les Achouars, etc., ils boivent le midi, ils boivent cette bière épaisse qui titre à 2-3 degrés d'alcool, hein, c'est pas très important, mais ça, quand vous en avez pris 1 litre, vous êtes calé pour la journée, quoi. Et là, ils devaient en boire beaucoup, parce qu'on a retrouvé beaucoup de ces écuelles, beaucoup. Ça y est, elle est le midi, quand même.
Surtout qu'aujourd'hui, il y a une habitude chez les Quichuas, le peuple plus au nord, ils font aussi des écuelles, enfin plutôt des bols pour boire la chicha, et à la russe, ils les cassent après. Donc ils en fabriquent beaucoup parce qu'ils en cassent beaucoup. Peut-être que cette habitude était déjà là à l'époque, je ne sais pas. Toujours est-il que ces monticules ne sont pas organisés n'importe comment, ils suivent un modèle, un pattern très précis. Ils sont généralement donc rectangulaires et disposés autour d'une place basse qui est aplanie, sculptée elle aussi. Une place qui peut faire 100 mètres carrés. Et ici, on la fouille. Vous voyez, on ne manque jamais d'eau en Amazonie, ça c'est le grand avantage. Je ne devrais pas vous dire ça, vous. Vous avez une tête, enfin la tête, un peu, pas vous, votre tête, un peu sèche quand même. Toujours est-il qu'on voit ici qu'ils ont sculpté, alors il faut vraiment le voir, mais là c'était après la pluie, donc évidemment c'était un peu abîmé. Ils avaient aplani une place, et ici vous avez un monticule, ici vous en avez un autre, ici vous en avez un autre, et ici moi je suis sur un monticule pour prendre la photo. Donc il y a des places que vous pouvez voir ici avec ces photos-là, on voit beaucoup mieux, vous voyez. Il y a 2, 3 ou 4 monticules qui délimitent une place basse. Ici, vous voyez qu'ils ont découpé donc, le sol pour faire une marche et donc la place. Et ici, vous voyez mieux cette place aplanie avec les monticules autour. C'est très difficile de faire des photos, je dois vous le dire. Là, j'avais bien défriché, mais sinon, c'est pas toujours très facile. Et en survolant, parfois, on voit rien du tout. Donc, j'ai fouillé plusieurs sites en faisant ces espèces de grands décapages, comme on les appelle, parce qu'on racle le sol, on ne va pas en profondeur, on racle pour arriver sur les niveaux d'occupation. Donc ça consiste d'abord à faire des sondages pour avoir une idée de la stratigraphie, après le décapage manuel à la main, et après des fouilles fines, et on arrive à reconstituer ce qui s'est passé dans le lieu en laissant en place d'abord les trouvailles, en analysant toutes les traces, les trous de poteaux, les foyers, toutes sortes. Et ça m'a permis de découvrir, alors je l'ai fait plusieurs fois dans plusieurs sites, dans ce type-là, ce sont soit des fosses, soit des foyers, soit des trous de poteaux. Et donc ça permet de reconstituer la maison, parce que vous avez un plan grâce aux trous. Finalement, c'est de l'archéologie par la négative. Par le négatif, c'est tout ce qu'on voit pas, qui nous informe c'est souvent ça l'archéologie, c'est ce qu'on voit pas qui est important. Et puis il y avait des rues creusées aussi, c'est toujours ces terrassiers de génie, des rues qui quadrillent tous ces ensembles qu'on appelle un complexe, donc des monticules autour d'une place, et on circule par des routes creusées. Et celle-ci fait que 2 mètres de profondeur, mais c'est déjà beaucoup parce que ça ne sert à rien. Il n'y a pas besoin de creuser. On marche très bien en dehors des rues. Pourquoi ils ont creusé? Vous allez voir. Vous voyez ici, vous voyez un dessin avec le plan des monticules autour d'une place et des chemins qui organisent tout ce système. Et vous voyez, ça permet notamment pour descendre à la rivière, ce chemin-là en tout cas, d'aplanir la pente pour pas qu'il y ait une pente trop sèche. On est quand même sur des sols très, très, très argileux et super glissants. Donc les autochtones, aujourd'hui par exemple, ils creusent des marches dans l'argile pour pouvoir descendre, ou alors on met des rondins, mais on a des haches en fer, des rondins pour faire des simili-marches. Et puis ces chemins, ils continuent en dehors du site et ils descendent, parce que vous êtes quand même, vous voyez, à 70 mètres de hauteur ici, et pour descendre, vous pouvez descendre très vite, mais c'est très douloureux. Ou alors, il faut trouver un autre moyen. Et l'autre moyen, c'est de suivre les crêtes. Vous qui vivez dans les montagnes, vous savez que les vallées, c'est jamais le meilleur truc pour circuler. Les crêtes, c'est mieux. Et donc, tous les chemins qui se poursuivent, vous voyez, par rapport au site, qui se poursuivent et qui vont descendre pour rejoindre, sont sur des crêtes en pente plus douce. Vous avez des chemins qui permettent d'arriver à la rivière et de la traverser après grâce à des systèmes de ponts. Probablement les ponts suspendus qu'on connaît encore rarement aujourd'hui, mais au 19e qui était assez fréquent. Ça vient beaucoup du Pérou.
sauf celui-là qui vient d'Équateur. Vous voyez, ça permet ces ponts suspendus qui traversent. Il y a d'autres systèmes qui sont des petites... Il ne faut pas avoir le vertige. Hein. Dans une petite caisse, on travaille. Mais c'est un peu plus terrifiant. Et donc, voilà une partie d'un site de ces implantations où vous voyez ici apparaître d'abord tous les monticules carrés, avec toutes les places et toutes les rues qui connectent tout ça. Voilà, ce sont des villes assez comparables d'ailleurs à New York ou à Londres, avec une avenue centrale. C'est vraiment de l'urbain. Et donc, il y a, je vous ai montré les tertres d'habitat, mais il y a aussi des tertres collectifs, beaucoup plus gros, qui peuvent atteindre 150 mètres de long, 10 mètres de hauteur, et qui sont vraiment des monstres. Et c'est les mêmes organisations autour d'une grande place. Et ça correspond, je vous ai montré tout à l'heure des fossés carrés, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça correspond à ces grandes places où les autochtones adorent se réunir. Ils adorent deux choses, voyager et se réunir. Tout est bon pour faire la fête. Vous allez dans un village autochtone, il y a au moins une fête par semaine. De danse, de chant, de beuverie. Tout est bon pour faire la fête. C'est extrêmement ancré dans la pensée autochtone. Donc vous voyez ici ces gros tertres que j'ai photographiés par avion. Là, on est sur des très gros terrassements qui, chaque site qu'on a déterminé, contient au moins 1, 2, voire plus centres complexes gigantesques comme cela. Vous voyez, on est sur des choses beaucoup plus importantes que ce que je vous ai montré avant. Et vous avez toujours une avenue, ils sont toujours le long d'une grosse avenue qui peut faire 15 mètres de large, 5 mètres de profondeur. Et vous avez donc ces organisations. Pour comparer, est-ce qu'ici on voit à côté des petits monticules? Vous voyez, les petits monticules sont beaucoup plus modestes autour, alors que ceux-là sont vraiment des monstres. Et ce qui est important, c'est cette avenue, parfaitement droite, creusée. Vous voyez ici, c'est vraiment des grosses avenues et aucun intérêt. De toute façon, chez les autochtones, il ne faut pas forcément chercher un intérêt. Il y a d'autres raisons de faire les choses. Et je vais vous les montrer. Ces avenues sont des axes qui organisent complètement la cité. Hein, parce que cette cité, par exemple, Kunguins, elle fait... il y a 700 monticules dedans. C'est énorme. Et cette avenue-là, elle fait plus de 2 km. Il y en a une autre ici. Il y en a une autre ici. Et vous voyez toujours les gros. Ici, on voit bien les gros et les petits monticules. Donc il y a au moins 2 fonctions pour ces monticules. Une fonction domestique pour les petits et des fonctions civiques collectives pour les gros. Et donc, si on va... alors, c'est pas toujours facile, comme je vous dis, de voir les monticules. Là on n'est pas près des monticules, on est en train de traverser un ruisseau. C'est pas toujours très facile. Et de voir les choses. Donc, j'avais fait mes 7 ans de fouilles, je savais pas mal de choses, j'avais publié sur ces cités, même pas ces cités. Je connaissais un gros site, les autres, c'est des petits sites. En 2013, je rencontre un ex-colonel de l'armée russe qui s'était recyclé dans la télédétection par avion et qui était venu vendre ses services à l'Équateur, qui avait beaucoup d'argent à l'époque. Et il avait été faire les premières prospections par avion, c'était pas terrible. Et je lui dis, mais va dans Lupano, tu vas voir des trucs. Et donc, il a réussi à vendre son imagerie sur 600 km², c'est quand même grand. Hein. Et le LIDAR, c'est quoi? Vous connaissez le LIDAR ou pas? C'est quelque chose qui existe depuis 20-30 ans et qui a changé la vie des archéologues, et notamment des archéologues travaillant dans la forêt, puisque c'est comme un sonar. Le sonar, c'est un écho que vous envoyez, et dès que ça rencontre un obstacle, ça revient, et donc vous connaissez la distance. Informatiquement, vous pouvez calculer la distance de l'obstacle. Et bien là, c'est pareil, mais c'est avec un laser. Donc c'est visuel, et ça va cogner sur une masse. Ici, par exemple,
ça va cogner sur la canopée. Sauf que comme vous envoyez des millions de rayons laser, certains vont passer entre les feuilles et vont aller cogner au sol. Et donc, informatiquement, vous pouvez éliminer cette végétation et voir le modelé réel du sol. Et quand il y a des constructions humaines, donc géométriques souvent, vous allez les reconnaître. Ici, vous voyez rien ici. Pourtant, là, il y a une ville de 3000 ans, mais il y a une ville. Et la même image rendue par le lidar, c'est ça. On est exactement sur les mêmes échelles. Vous voyez juste cette route, cette avenue qui est là, mais le reste, vous ne le voyez pas. Et donc, ça a été magique. Et c'est là où je me suis aperçu que de quelques centaines, on passait à quelques milliers de monticules dans la région. Et ces sites que j'avais survolés c'est pour faire plus dramatique que je l'ai mis en noir et blanc. Et plus ancien. Non, c'est faux, c'est que j'utilisais beaucoup le noir et blanc à l'époque. C'était encore de l'argentique. Et bref, c'est très joli, mais là, vous voyez vraiment à quoi on a affaire. On voit très bien les monticules autour d'une place avec un monticule central. Je ne vous ai pas fait le détail de ce genre de choses, mais vous voyez, on voit très bien apparaître, on peut mesurer, on peut calculer. Et donc, cette vallée de Lupano, là, on est sur la moitié de l'imagerie, parce que ça ne tenait pas sur l'image. La moitié de l'imagerie, vous avez Lupano qui est là, la rivière, les falaises que vous pouvez voir, et les terrasses sur lesquelles s'étalent les monticules. Et ici, vous avez tous les monticules qu'on a pu repérer grâce au lidar, 7000 monticules, qui s'organisent en cités. Vous avez fait des cartes de chaleur pour s'apercevoir qu'il y avait des grandes cités des petits, et des villages, pas petits, mais des villages. On a calculé en fonction de certains critères précis quand c'était une cité et quand c'était un village. Et au résultat, vous avez une quinzaine de sites qu'on a pu révéler. Et ici, autant, une quinzaine de sites, de cités, il y a 5 cités et 15 sites, 15 villages. Et puis, vous avez ce réseau viaire, parce que je ne vous avais pas dit, mais les avenues, elles se poursuivent à la sortie des villages. Et ces grandes avenues axiales, elles continuent toutes droites, sur des dizaines de kilomètres, creusées encore. Et ça crée un réseau viaire qui est plus dense que le réseau actuel. Alors parfois, elles sont moins creusées, donc elles s'interrompent. Mais vous voyez que j'avais toute cette vallée. Ici, vous avez... vous avez une échelle. Et vous voyez des chemins partout. C'est incroyable, il y a des chemins partout. À croire qu'ils passaient leur temps à se balader. Je vous ai dit qu'ils aimaient beaucoup faire la fête. La deuxième chose qu'ils aiment beaucoup faire, c'est voyager. Et ils passent leur temps sur les chemins. Et... ces chemins, ils continuent même dans les Andes. Sur les crêtes, toujours, vous pouvez voir ici un chemin qui monte, qui a été creusé, avec des terrasses qui ont été aménagées ici. Et ici, en bas, vous avez toujours les grands complexes. Pourquoi ils ont fait des routes parfaitement droites? Ça n'a aucun sens. Alors d'abord, pour monter dans l'Amazonie, c'était pratique. On connaissait que de l'époque coloniale 6 chemins précolombiens qui étaient encore utilisés. En réalité, nous, on est ici, on en a trouvé plein d'autres. La montagne n'était pas un problème. Ils y montaient tout le temps, par ces crêtes. Et tout ça, ça a disparu avec l'arrivée des Occidentaux, qui ont changé complètement la donne. On ne marchait plus sur les chemins. Nous, on a trouvé un moyen très, très, très sympa pour aller explorer. C'est la chaise à porteur. Et donc, vous voyez un pauvre paysan qui porte le bon blanc sur la chaise, donc sur son dos. Et donc, on descendait, on montait la montagne vraiment à chaise à porteur, quoi, mais seulement on avait un seul porteur. C'est sûr qu'ils ont vite oublié les routes. Ils n'avaient pas envie de se retrouver dedans. Toujours est-il que ces routes, elles servaient à quoi? Moi, je pense qu'elles n'ont pas de sens. Les autochtones, d'ailleurs de nos jours, on ne les voit pas, ces routes systématiquement. On marche sans problème. Pourquoi avoir coupé des collines? Pourquoi avoir remblayé certains ravins? Ça n'a pas de raison. Je pense que ces routes étaient des axes pour connecter avec des voisins, qui étaient des marqueurs symboliques d'une alliance. On est alliés avec vous et on le marque
on l'imprime dans le sol. Donc c'est des routes cérémonielles comme elles existent encore de nos jours dans le Haut-Xingu, dans le Mato Grosso, où il y a des routes rayonnantes qui partent de certains grands villages et qui font 40 mètres de largeur, aucun sens, pour marcher à pied, mais qui permettent de garder des contacts avec les voisins et de surtout montrer des contacts. Et vous voyez ici, par exemple, ces avenues, quand on était fâché, on disait stop. Et là, on mettait des signes. Ici, vous voyez, il y a des fossés. Alors, si je vous mets le profil, vous allez mieux voir le fossé, vous voyez, sur la pente. Merde. Hop. Et ici, vous voyez, il y a une chicane. Alors, là, il y a 2 mètres de profondeur, c'est pas très profond. Vous pouvez contourner la chicane, mais vous êtes prévenus. Ne passez pas. Et donc, parfois, les relations, comme souvent en Amazonie, étaient rompues et on disait aux voisins, tu viens pas. Aujourd'hui, par exemple, ce que font les Ayenchicham, ils mettent une corde comme ça. Je pense que le signe est clair, quoi. Ou parfois une flèche aussi. Descola me racontait qu'un jour, ils avaient suspendu une douille de cartouches de fusil. Là aussi, le signe était clair, quoi. Et d'ailleurs, pendant le Covid, c'est ce qui les a sauvés, parce qu'ils ont fait ça. Hein. Ils ont mis des arbres en travers des arbres. Là, c'est en Équateur, et puis vous passez pas, quoi. Et ils n'hésitaient pas à les tuer. Hein. Ils ont beaucoup de sens de l'humour, et ça, c'est une partie de leur humour qui est moyen, quand même. Toujours est-il que je vous ai parlé des routes, je vous ai parlé des habitats, je vous ai parlé des salles de fête, mais c'est pas fini. Vous avez aussi, qu'est-ce qu'ils mangeaient, ces gens-là? Puisque toute la vallée a été transformée. Et entre les complexes, ils ont cultivé. Et ils ont créé des champs que vous voyez ici. Alors ici, vous avez le monticule. Ici, vous avez le chemin. Et vous voyez toutes sortes... Ce quadrillage-là, ce sont des champs drainés. Des petits, parce que c'est très humide. Hein. Donc, ils drainaient des champs. Voilà à quoi ça ressemble. Ici, vous voyez tous ces canaux. Des drains plus que des canaux, d'ailleurs. Ici, c'est sur le terrain, ce qu'on voit. On a cultivé complètement, d'où le nom de cité-jardin, puisqu'elle servait d'habitat, mais aussi pour la culture, l'agriculture. Ils ont fait aussi des terrasses. Alors là, j'ai travaillé avec un collègue qui s'appelle Antoine Norizon, qui est spécialiste de la lecture lidar. C'est du boulot, je peux vous dire. On a mis 2 ans pour sortir tout ça. Ici, vous voyez des terrasses. Non, vous ne les voyez pas. Moi, je ne les voyais pas non plus. Hein. Elles sont là. Elles sont très dures à voir parce qu'elles sont très discrètes. Les voilà, les terrasses. Mais là, il faut avoir vu des milliers d'images pour commencer à... Et donc, il y avait des terrasses sur toutes les dénivelés de la... Ici, vous voyez très bien donc, une cité que j'ai appelée Kilamopé. Vous voyez l'habitat, vous voyez la partie agricole avec les champs drainés, vous voyez la partie cérémonielle avec les gros centres, et puis, évidemment, la circulation avec les grandes avenues. Donc, c'est des villes qui sont... Ils n'ont pas laissé un espace. C'est très comparable aux villes mayas dans ce sens. J'arrive à la fin. Ces cités ont quand même duré 1600 ans et ont été abandonnées vers 600 de notre ère. Mais 600 ans, c'est comme l'Empire romain. Hein. Elles ont été abandonnées du jour au lendemain. Probablement, j'ai pensé longtemps que c'était une éruption, une méga éruption du Sangay, mais j'ai fait plus de 100 datations et il n'y a pas concordance. Les données montrent quand même que vous connaissez peut-être ce qu'on appelle l'anomalie médiévale, l'anomalie climatique médiévale. Et là-bas, en 600 de notre ère, il y a eu une anomalie. Et peut-être que c'est ça qui a provoqué, ça correspond en tout cas au changement climatique. Et 200 ans plus tard, en 800 de notre ère, il y a une autre population qui sont culturellement très proches, apparemment, par l'archéologie en tout cas, des populations jivaroïdes d'aujourd'hui. Et qui avait ces grandes jarres, toujours pour se faire des grosses bières, des meules et tout ça. Et j'ai fouillé des habitats où j'ai retrouvé tout ce matériel, des cuisines abandonnées la veille, quoi. Vous voyez, c'est rare, elles ont 1000 ans, mais vous voyez, tout était en place. Et ici, vous voyez, il y a deux meules pour broyer le maïs. Alors, il y avait une femme qui était là, l'autre était là. Comme ça, elle pouvait papoter en broyant le maïs. Il faut savoir que beaucoup de Jivaros ont plusieurs femmes. Et là, dans cette maison, il y en avait clairement 2, parce que tous les éléments féminins étaient par 2. Donc cette maison, elle est très proche des maisons Chour actuelles qu'on peut reconstituer.
on a trouvé des plantes, on a retrouvé des plantes brûlées, les céramiques, quelques-unes enterrées, les broyeurs. On a pu reconstituer vraiment un mode d'habitat d'il y a 1000 ans en Amazonie qui ressemble aux maisons Aent Sicham actuelles, vous voyez, avec un espace féminin et un petit espace masculin qui est plus réduit, mais c'est là qu'ils reçoivent les voyageurs. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais croyez-moi sur parole, ça ressemble beaucoup à ça. Et leurs descendants sont les Shuar et Achuar actuels, qui ne sont pas les hommes les plus faciles du monde, je vous le dis. Ça se voit. Bah, c'était eux qui faisaient des têtes réduites, hein, jusqu'à la dernière qu'ils ont faite, je crois que c'est 1958. Attesté, en tout cas. Et alors en conclusion, que nous dit cet urbanisme qu'on observe? Comme je l'ai dit, il y a des grandes cités, il y a des modes de circulation, il y a beaucoup d'éléments qui ont été révélés par les fouilles archéologiques et par le LIDAR. C'est le LIDAR qui a été un peu le révélateur de l'immensité de la chose. Je peux vous dire que tous les matins, quand je me mettais devant l'image LIDAR, j'étais « Oh !» J'ai vécu 7 ans là-bas, donc je n'avais pas vu tout ça, pas de cette ampleur en tout cas. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Plusieurs choses. D'abord, c'était une société probablement stratifiée. On ne connaît pas de société urbaine. C'est de l'urbanisme forestier. On ne connaît pas de société urbaine qui ne soit pas stratifiée, hiérarchisée. Sur les Mayas, que ce soit en Corvat, c'est toujours dans des sociétés très politisées. Et donc, ces sociétés étaient hiérarchisées et aussi spécialisées. Parce qu'il y avait d'abord, évidemment, en premier lieu, les terrassiers qui devaient creuser ces routes, élever ces monticules, mais ils n'avaient pas le temps de trouver à manger à côté. Et comment ils faisaient pour faire ces routes toutes droites sur des kilomètres dans la forêt? Parce qu'ils ne défrichaient pas. Hein. Comment ils faisaient? Eh bien, probablement, comme aujourd'hui, ils s'orientaient par rapport aux constellations, dont l'une des plus importantes, c'est la constellation d'Orion, qu'ils appellent la constellation des 4 singes, mais je ne vais pas vous raconter l'histoire des 4 singes, parce que c'est comme vous racontez. C'est le même principe que chez nous, hein, que la Grèce antique, c'est des héros qui montent dans le ciel et deviennent des constellations, comme Hercule. Et là, c'est la même histoire. Toujours est-il que, vous voyez, pour faire ces avenues parfaitement droites, elles devaient probablement être faites, en tout cas viser la nuit, et il fallait des géomètres professionnels on ne fait pas des visées si simplement, surtout sur des dizaines de kilomètres dans la forêt. Il y avait aussi, donc, pour les nourrir, des paysans qui se dédiaient à cultiver des champs pour nourrir tout ce beau monde. Il y avait probablement des pêcheurs qui descendaient à la rivière pour récupérer du poisson, peut-être en l'élevant, en faisant des pièges, comme on fait dans d'autres régions. Du gibier, il ne devait pas en avoir tant, parce que vu l'intensité de l'urbanisation, ce que les archéologues appellent la domestication du paysage, il ne devait pas rester beaucoup de gibier. Et probablement, j'ai imaginé que peut-être ils demandaient à des sociétés, il y avait des sociétés de chasseurs-cueilleurs, nomades encore, en même temps que ces sociétés. En Amazonie, vous n'avez pas une évolution comme on aime bien la voir, du chasseur-cueilleur jusqu'à l'urbain. Non, tous ces gens-là cohabitaient en même temps. Et peut-être qu'il y avait des gens qui leur fournissaient un peu de viande, de viande autre que de la viande mais ça, j'en ai aucune preuve. Hein, c'est juste une idée comme ça. Et puis, on a retrouvé des poteries, ces fameuses poteries, ces bols à boire, ces écuelles à boire, qu'on a retrouvées dans les Andes, à plusieurs centaines de kilomètres de là. Et donc, on sait aussi par l'époque coloniale qu'il y avait des échanges intensifs avec les gens des Andes qui leur vendaient du sel, des chiens de chasse, des tissus, de l'obsidienne, des plantes sylvestres contre des plumes, des plantes amazoniennes. Et on sait maintenant aussi avec des poteries et des bois tropicaux. Donc il y avait des gens qui étaient chargés de marcher, d'aller échanger au loin. Il y avait forcément des chamans ou des prêtres pour les activités cultuelles. Et pour diriger tout ça, il y avait probablement des rois ou des chefs
qui dirigeaient ces cités. Et donc, ça pour dire qu'il reste encore beaucoup de boulot pour révéler tout ça. Des indices d'urbanisation, il y en a d'autres en Amazonie, mais pas aussi poussés que cela. Ailleurs, c'est toujours un système de villages annulaires avec des routes rayonnantes, beaucoup plus que... En tout cas, pas ce système de damiers comme on a dans Lupano. Ici, c'est en Bolivie, avec d'énormes monticules et des digues autour, des chemins surélevés qui vont dans les marécages. Ici, c'est le contraire, ce sont des monticules avec des routes creusées qui partent, et on est dans l'ouest de l'Amazonie. Et dans le Haut-Xingu, vous avez aussi ce type d'implantation avec des routes. Mais vous voyez, on est dans un modèle différent de celui que je vous ai présenté, qui est beaucoup moins sous forme de damier. Vous voyez, ça, ce sont dans le Haut-Xingu, ces villages actuels, avec une énorme place et des grandes maisons collectives en rond et des routes qui rayonnent un peu partout. Vous voyez, de plus près. Là, vous avez plusieurs familles dans chacune de ces maisons. Hein, et vous voyez toutes ces routes qui partent un peu partout. Et donc, le principe de la place centrale, les places carrées que je vous ai montrées de 300 mètres de côté, les places qu'on a dans Lupano, les places qu'on a dans ce type de site, ça perdure toujours, réunir les gens autour de choses collectives. Et puis, ces sociétés du Piémont, elles sont liées aussi aux sociétés de la montagne, puisque vous avez des chemins qui se poursuivent. Vous voyez ici, on voit plein de chemins dans la montagne creusés, et même, vous voyez, des passages qui ont été remblayés, pardon, pour faire une fois de plus des routes parfaitement utiles. Et vous en avez plein dans la forêt, dans la montagne, bien plus d'ailleurs que finalement dans la plaine. Vous avez deux sites ici, un site Maya avec construction de pierre, oui, et un site de Lupano à la même échelle. Vous voyez qu'on est quand même sur des grosses implantations. Et sur ce, je termine avec cette vision d'artiste de ce qu'a pu être à l'époque de l'occupation au pied du volcan Sangay, le site d'ailleurs qui s'appelle Sangay. Et avec ça, je peux vous libérer, mais je peux surtout répondre à vos questions que vous aurez peut-être. Merci. Est-ce que vous avez une question ? Une question pour savoir si vous avez fait le lien avec les lignes de Nazca, ces grandes... Alors, on est sur deux phénomènes très différents. Les lignes de Nazca sont plutôt des sites, certes aussi collectifs, mais pas d'habitat. Ce sont des sites cérémoniels, probablement pour des processions ou des réunions, mais absolument et ponctuels. Les sites de Nazca peuvent rappeler les carrés que je vous ai montrés à un moment, les fossés carrés, qui sont aussi des lieux de réunion. Ce ne pas des lieux défensifs qu'on a cru au départ, parce que parfois les fossés sont dans des pentes et donc on n'a aucune raison militaire. Nazca, moi ce qui m'a toujours surpris, c'est que mes collègues qui travaillent dans les Andes, ils ont des photos superbes parce que la visibilité est parfaite. À 4000 mètres d'altitude, vous n'avez plus de végétation qui vous encombre. En Amazonie, toutes nos photos sont floues, hein, parce qu'avec la buée, c'est terrible. Donc on n'a pas cette vision. Je pense pas que les autochtones ont fait beaucoup de créations pour être vus comme ça de très loin, pour voir très loin. Et là, on est dans des vrais sites d'habitat cérémoniels et agricoles pour produire, pour vivre. Absolument. Même si dans les plazas, il y a eu des réunions, on n'est pas au niveau de Nazca, où c'est déjà pas des terrassements, c'est souvent juste les cailloux qui sont écartés pour révéler le sous-sol d'une autre couleur. Hein. On est sur autre chose qui est peut-être beaucoup plus lié à la spiritualité et moins à l'habitat lui-même. Donc c'est difficile de tout mettre dans le même sac. On a beaucoup dit sur Nazca et finalement c'est pas grand-chose.
Bonjour, merci Bonjour. pour la présentation. Par rapport aux routes, vous avez dit qu'ils avaient une importance symbolique surtout. Oui. Mais il y a une chose que je ne comprends toujours pas, pourquoi ils étaient creusés là où ils ont surélevé les champs pour éviter qu'ils soient submergés. Bah, les routes, du coup, pourquoi ils n'ont pas... Alors, ils sont sur le côté et surélevés au milieu. Oui, oui, non, non, c'est une bonne question, mais il n'y avait pas de problème d'être... si les champs surélevés que j'ai découverts en Guyane, c'était pour se mettre au-dessus du niveau des eaux, ici, ce n'est pas le cas. Comme je vous ai montré, les falaises, elles font 100 mètres de haut. L'eau, elle ne monte pas sur 100 mètres. Et donc, ils n'avaient pas de risque d'être inondés. Mais ce qu'il y a, c'est que le sol est toujours boueux, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'ils ont dû faire des champs drainés pour drainer un peu l'eau, parce que le sol est tellement humide que vous ne pouvez pas planter dans cette espèce de bouillasse. Quand je voulais punir un étudiant qui se comportait mal, je lui disais d'aller fouiller dans l'eau. Et il y en a un qui l'a fait pendant 2 jours, le pauvre. Mais mérité. C'est pas pour des raisons... Vous voyez, nous, en tant qu'occidentaux, on a tendance à chercher des raisons pratiques. Chez les autochtones, les raisons, comme pour les routes creusées qui sont symboliques, il n'y a pas d'esprit pratique dans ce sens-là productiviste chez les autochtones. Ils n'ont pas les mêmes notions que nous sur du territoire, de la valorisation d'un territoire. La patrimonialisation autochtone, c'est un problème sur lequel je travaille en ce moment. Un tas de tessons, ils s'en foutent, quoi. Des tas de terre, ils s'en foutent, quoi. Ce qui est plus important, c'est peut-être cette petite cascade qui va être là. Parce qu'il a eu un combat mythologique qui s'est passé là. Ça va être cette falaise, parce que de cette falaise, le grand chef machin est tombé il y a 300 ans. Et le récit mythique qui est lié à cette chute perdure. Donc il y a des lieux patrimoniaux et ce n'est pas des lieux que nous, occidentaux, on reconnaît. Donc là, je travaille sur l'idée comment faire coïncider 2 modes de pensée très différents. En fin de carrière, j'essaie d'être utile un peu à quelque chose, après avoir... donc cette idée de surélever, moi aussi j'ai cru pendant longtemps que c'était pour s'éloigner de l'humidité. Alors pas là, parce que je savais qu'il n'y avait pas d'inondation, mais ailleurs. Et finalement, c'est pas toujours ça qui va... Et là, en l'occurrence, il n'y a aucun risque de... Même si, alors, vous mettez le doigt sur quelque chose, ces falaises se sont soulevées depuis 3000 ans, de quelques centimètres, mais quand même, il n'y a pas de risque d'inondation. Vous avez dit que ça s'est interrompu vers 1200, donc il n'y a pas de relation avec le début de l'Empire Inca, je suppose. Non, non, non. Alors les Incas, de toute façon, c'était des pétochards. Hein, ils n'allaient pas aux forêts. Hein. Les rares fois, ils ont pris des branlées, à chaque fois. Que ce soit en Bolivie, que ce soit en Équateur, ils ont pris des belles branlées. Parce que leur mode de guerre, leur technique militaire n'était pas du tout adaptée à des terrains où on ne voyait rien. Et eux, c'était sur les Andes, c'était des vrais Andins. Et ils ont toujours... si vous voyez, j'ai une carte que j'ai publiée dans un de mes bouquins, faite par un Inca, justement. Et donc, la forêt tout en haut, il y a tout le territoire Inca, donc l'Antesuyu. Et dans le fond, il y a la forêt, dedans, il y a plein de monstres. Vraiment, ils avaient peur D'ailleurs, ils n'ont pas tellement investi les basses terres, hein. Plus côté littoral, mais pas côté amazonien. Donc, les Incas, c'est très récent. Alors, ça ne s'est pas interrompu, je me suis mal expliqué, mais j'ai dû cavaler pour parler trop, sûrement, mais vous avez moins 1000 avant notre ère, jusqu'à 600, vous avez l'occupation et les constructions des cités. Après, vous avez un trou de 200 ans où j'ai rien. Et vers 800 apparaissent une nouvelle société qui n'a plus rien à voir. Je ne sais même pas s'ils sont liés culturellement, parce que vraiment même la poterie est différente. C'est ceux qui ressemblent le plus au Shuar actuel. Et moi, dans mes fouilles, j'ai entre 800 et 1200. Mais ça a dû perdurer, puisque cette région n'a été finalement colonisée par les Occidentaux qu'au 18e, 19e siècle, même 20e. Et donc, quand les rares incursions occidentales dans cette région, finalement, a montré qu'elles étaient occupées de Jivaro, enfin ce qu'on appelait les Jivaro à l'époque. Et je pense que ceux que j'ai fouillés, culturellement en tout cas, sont proches des Jivaro. Donc depuis
on va dire 1200 ans, c'est occupé par des Ayan Chicham. Alors maintenant, il n'y en a plus beaucoup. Ils sont un peu partis parce qu'il y a beaucoup de colons qui sont descendus des Andes. Mais disons que de 800 à 2000, c'était un territoire essentiellement Ayan Chicham. Il n'y a pas eu d'interruption. Sauf que moi, dans ma chronologie, j'ai plus rien. Mais je sais que ça continue. Je n'ai pas d'effondrement. Entre 600 et 800, j'ai plus rien. Je n'ai pas une date. Rien. Donc là, il ne s'est rien passé. Il n'y avait pas d'humains. Dans les autres, il y avait des humains, mais je n'ai pas les sites. Enfin bon. Alors, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie infiniment. Ah, il y en a une encore. C'est vraiment très rapide. Puis manger du maïs, c'est manger du manioc. Alors, dans les Andes, on ne mange pas de manioc amer dans les Andes, on mange du manioc doux, de la patate, comme la patate douce. Le manioc amer, c'est vraiment la basse Amazonie. C'est l'essentiel de l'Amazonie, mais là, ils n'en font pas. La carte de consommation du manioc, elle est très claire, elle s'interrompt vers la haute Amazonie, justement. Alors, voilà, on va clore effectivement la conférence. En vous remerciant. Et je voudrais appeler M. Godéric Plat, qui est notre vidéaste ici, qui sort enfin de l'anonymat. Vous savez que nous filmons en vidéo, c'est lui qui filme toutes les conférences que vous pouvez revoir en replay. Et il fait la conférence, prochaine conférence le 30 mai, et donner le sujet comme ça. Alors bonsoir à tous. Alors ça sera pas le 30 mai, ça sera le 13 juin. Ah bon, ça a changé. Ah, alors, c'est pas le programme, on paraît. Le hall qui m'allait n'était pas disponible pour le 32 mai, donc on va déplacer au 13 juin. Ça sera un sujet, voilà, sur le prieuré de Serrabonne. Ça sera donc sur le prieuré de Serrabonne à la fin du XVIIe siècle. Ou est-ce qu'on est vraiment... On essaie de le démontrer depuis longtemps et moi je ne suis pas convaincu. Et son rattachement, plutôt on va dire son union. Sous forme de sous-couche, c'est possible, mais directement. Voilà. Donc par exemple le Et pour maïs, tout ce qui est des vidéos, vous le trouverez sur la chaîne le maïs, YouTube. mais le maïs, oui. Vous cherchez sur internet, sur YouTube, vous allez sur le site. Mais anciennement, Vous cherchez Oui, ça c'est la SASL grande vidéo. découverte qu'on a Là, c'est la faite. première chaîne qui On s'ouvre a à la commencé recherche. en début Là, à vous avoir aurez des toutes les cours à conférences lire, depuis, les phytolithes, les grains un laminaux, an ça, et et du demi, maïs presque partout. 2 ans. On fait un peu du manioc et du maïs partout. SASL. Et je me suis levé, je pensais que c'était du manioc. Quand j'ai vu les publications de 90, c'est du manioc. Mais en réalité, quand on a pu l'analyser, c'était que du maïs. Merci. Oui.